Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Édouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Dans ce podcast, je vous partage mon échange avec Yann et Arnaud, deux développeurs qui ont créé le collectif Too Soon. On parlera de développement créatif et de pourquoi ils en sont venus à lancer ce collectif. On parlera aussi des différents projets qu'ils ont réalisés pendant leur parcours au Gobelin, et notamment du projet Pumper, un clip interactif totalement psychédélique réalisé pour l'artiste Mylan. J'espère que vous passerez un bon moment. Bonne écoute. Bonjour Yann et Arnaud, je suis content de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour démarrer Yann, si tu veux commencer. Bon, du coup, moi, je m'appelle Yann Kubaki. Je suis donc creative développeur au sein du collectif Too Soon. Je suis freelance, mais je bosse essentiellement avec Too Soon, donc essentiellement avec Arnaud. Et voilà. Et je suis creative développeur, mais je suis aussi concepteur chez Too Soon. Et t'as fait quoi avant, au niveau des avant, du coup, j'ai fait un DUT SRC qui s'appelle maintenant DUT MMI à Lens. Okay. Après ça, je voulais tenter Gobelin, mais j'ai eu trop peur de le faire. Du coup, j'ai fait une licence pro en alternance, encore une fois à Lens, dans le web. J'ai fait mon alternance d'une boîte qui s'appelait Impala Web Studio. Et après ça, pardon, je te coupe, c'était à Lens, ta boîte? Ma boîte, c'était à Roubaix. Ils y sont toujours. Maintenant, je crois qu'ils ont fait un pivot. Ils sont moins une agence web et plus une agence d'accompagnement d'SAS, ce genre de choses. Et tu faisais le trajet Roubaix-Lens, c'est ouais, bien. C'est ça, ouais. Tous les matins, je prenais le TER et je prenais le métro pour aller bosser. Ça me faisait une petite heure de trajet. Ok. Du coup, j'ai fait ça et après, donc, je suis allé à Gobelin. J'ai tenté, j'ai été pris. J'ai été fait donc un bachelor et un master à Gobelin, 3 ans à Gobelin en alternance. La première année au sein de Octave et Octave et les 2 années d'après au sein d'HKI. Voilà. Ok, bon, super. Et toi, Arnaud, t'as fait quoi? Eh bien, un parcours un peu similaire. Donc moi, j'ai fait aussi un DUT MMI qui s'appelait MMI parce que j'ai un an de moins qu'Yann et donc c'était la première année où il avait changé de nom. Donc à Vélizy, en banlieue parisienne. Et j'ai tout de suite enchaîné après par Gobelin. En fait, j'étais un peu perdu sur la fin de l'UT. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai postulé quasiment nulle part et j'ai eu énormément de chance que Gobelin m'accepte parce que en fait, on a tous un stage à faire à la fin du DUT et je l'avais fait donc à Golden Moustache en tant que rédacteur web et je faisais pas du tout de développement. Et toi, tu voulais faire du développement à la base? J'aimais bien le développement comme on le faisait à l'IUT. D'accord. Mais j'ai toujours été très fan de la culture web humoristique et donc c'est pour ça que j'avais réussi à avoir mon stage là à Golden Moustache. D'accord. Et du coup, en arrivant à Gobelin, j'avais pas d'expérience professionnelle, on va dire, dans le développement. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à trouver ma première alternance que j'ai faite du coup à Italic, qui est une petite boîte de dev dans le 10e, qui a été fondée par un ancien Gobelin qui avait vu un message que j'avais posté disant que je cherchais une alternance. Et après, sur les 2 dernières années à Gobelin, j'étais creative dev à Sweetpunk, du coup en alternance. D'accord. Et voilà, et du coup là maintenant je fais Too Soon avec Yann et Nicolas et Hugo qui sont les 2 autres designers avec qui on travaille et avec qui on a fait notre projet de fin d'année à la fin du master. Ok, bon, on reviendra justement sur Too Soon un petit peu plus tard. Donc au niveau des projets, vous avez commencé comment? Puis au niveau du dev de manière plus générale, vous avez démarré de quelle manière? Moi, c'était en arrivant du coup en DUT. À la base, moi, j'avais fait une DUT que j'avais fait SRC, donc MMI maintenant, pour l'audiovisuel, parce que je pensais que je voulais faire du film. En fait, je me suis rendu compte au début, bien vite, que l'audiovisuel, c'était pas aussi passionnant que ce que je pensais. Et du coup, j'ai eu un super intervenant en cours d'intégration web il s'appelle Cédric Devassine, s'il m'écoute, merci. Et en fait, ça m'avait beaucoup plu, l'intégration web. J'ai découvert des tutos genre graphic art, ce genre de choses, et je me suis mis à acheter des bouquins d'HTML et à bosser ça dans mon côté, parce que DUT, SRC, MMI, c'est très vague, les gens font plein de choses après. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire du web et chercher un stage là-dedans. Je l'ai donc fait chez Impala Web Studio, où j'ai continué après.
Et du coup, moi, à l'avant, j'étais très focus sur du web plutôt classique, enfin de l'intégration au développement front-end, assez peu de JavaScript, enfin du site corpo un petit peu comme on a l'habitude de voir. Ouais. Et c'est en arrivant à Gobelin, en fait, que j'ai pris un peu une grosse claque. En découvrant un petit peu tout le monde du creative dev et du JavaScript avancé et de ce genre de choses. Et j'ai découvert le WebGL, voilà. J'ai rencontré notamment un ami très proche maintenant qui s'appelle Patrick Hain, qui est un creative dev extrêmement talentueux et qui était déjà très talentueux en arrivant. Du coup, j'ai pris un peu ma claque et je me suis intéressé au creative dev à ce moment-là, sur le tard, et Et pour ouais, pardon de te couper. Hein. Pas de souci. Juste pour expliquer aux gens le creative dev, enfin tu le définirais comment toi? Alors en fait, on en parle souvent avec Arnaud. Le creative dev, souvent, maintenant, c'est devenu un abus de langage pour dire les développeurs qui font de la 2D ou 3D en temps réel, du coup principalement avec WebGL. Mais c'est un peu un abus de langage dans la mesure où moi, quand j'ai commencé Gobelin, quand je disais que je voulais devenir creative dev, ce que j'entendais par là, c'était un dev qui était pas seulement sur la technique, qui était aussi sur le concept et qui pouvait avoir des idées en fait. Du coup, je pense que la définition d'un creative dev, elle change en fonction des gens. Donc, j'ai l'impression que dans l'industrie, dans le métier, ce que ça veut dire creative dev, c'est genre mec qui fait développeur qui fait du WebGL. Mais moi, je pense que ça peut vouloir dire ça comme juste simplement un dev qui, même s'il ne fait pas de WebGL ou de rendu en temps réel, ce genre de choses, qui apporte quelque chose en amont d'un projet qui sort un peu de sa position classique de développeur exécutant, entre guillemets. Enfin, il y a une notion de design qui rentre en jeu, du coup. C'est ça? Ouais, je pense. Il y a un œil, un creative dev dans ce qu'on... Ouais, tu veux dire un truc? Non, j'approuvais juste. Un creative dev, souvent, je pense que ce qu'on a en tête quand on pense à ça dans le métier, c'est aussi un dev qui a un œil donc sur le design, qui sait ce qui est beau, enfin ce qui marche et ce qui marche pas esthétiquement, qui est force de proposition à ce niveau-là, et aussi qui a un œil pour le motion, donc pour l'animation. Y compris d'interface, je pense qu'il y a des creative devs qui font assez peu de genre de grosses productions WebGL ou avec de la 3D qui ressemble à du jeu vidéo et qui font un peu plus de sites simplement bien animés, originaux et qui utilisent le WebGL plus pour de l'interface. D'accord. Du coup, voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer un peu le WebGL? Ouais. Du coup, le WebGL, c'est une technologie qui est plus si récente maintenant, mais qui permet en fait de faire de la 3D ou de la 2D en temps réel dans le navigateur. D'accord. Et du coup, qui permet d'aller beaucoup plus loin qu'avec du HTML, CSS classique et de proposer vraiment des choses qui se rapprochent plus du jeu vidéo, en l'occurrence avec de la 2D, de la 3D en temps réel. Donc ça peut aller, souvent ça se met en forme ça peut être des jeux vidéo dans le navigateur, des expériences qui vont jouer avec la vidéo comme nous on a pu le faire. En fait, c'est un peu le remplaçant du Flash. Je pense que les creative devs d'avant c'était les flashers. Ouais. Du coup, voilà, c'est un petit peu le remplaçant du Flash open source. Ouais. Et toi, Arnaud, justement pour en revenir à la question initiale, comment t'en es venu à faire du développement? Alors, pareil, du coup, j'ai commencé à l'IUT. Enfin, j'en avais fait très peu. Quand j'étais arrivé en terminale, il y avait une option, on avait le choix donc dans les options physique, SVT. Moi, j'avais fait un truc qui était tout nouveau qui s'appelait ISN, qui était informatique et sciences du numérique. Et du coup, j'avais appris rapidement HTML, CSS, mais vraiment les bases parce qu'on avait peut-être une semaine sur deux, quoi. Et après, c'est une fois à l'IUT. Limite par défaut parce que c'est une matière qui me plaisait parce que j'étais plutôt bon en cours dans cette matière, et au fur et à mesure après j'avais une amie qui était donc en deuxième année de mon DUT qui elle avait fait Gobelin et qui du coup quand j'étais venu aux portes ouvertes qui m'avait montré. Et là par contre oui, quand on parle de claque, quand on fait des sites classiques et qu'on voit plein de projets qu'on trouve trop cool en 2 secondes, c'est vrai que... Et du coup, c'est ça qui m'avait poussé du coup à postuler à Gobelin. Et après, une fois là, c'est William Mapan, qui est donc un creative dev, qui est un ancien Gobelin, qui est maintenant à Make Meeples, qui était venu nous faire une semaine de workshop de creative dev. Et c'est là, à la fin de la semaine, je m'étais dit, ok, c'est ça que je veux faire. J'avais vraiment trop apprécié la semaine qu'on avait eue. Et du coup, direct après, j'étais genre, je vais essayer de faire ça de mon côté, je vais essayer d'apprendre, je vais essayer de voir vraiment ce que c'est. Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venu à découvrir au fur et à mesure le WebGL, le Creative Dev et tout ça. Ok, cool. Et toi, ce qui t'a plu en fait au final dans le Creative Dev, c'était plutôt le côté technique ou créatif? Enfin, pour moi, c'était purement la partie créativité.
En fait, sur un Activité, workshop d'une semaine, souvent le creative dev, ce qu'on fait, c'est que, c'est qu'on va tester plusieurs trucs. Parfois mettre de l'aléatoire dans les rendus qu'on va avoir, tester plein de trucs jusqu'à ce qu'on le trouve plutôt beau. En fait, quand on expérimente, là, c'était un workshop à Gobelin qui était créatif. Il y avait pas de client avec un objectif à atteindre. C'est juste faire quelque chose de beau. En fait, c'est ça qui m'avait plu, c'était que, en fait, je vais tester plusieurs trucs et garder ce qui me plaît, enlever ce qui me plaît pas et retester avec de nouveaux paramètres, de nouvelles couleurs, tester plein de trucs. Et c'est ça qui m'avait plu directement dans l'aspect. C'était vraiment l'aspect créatif. Okay. Et tu faisais quoi au début, par exemple? T'avais commencé comment un peu? Ça, c'était notre projet en bachelor. Mais sur le workshop, c'est un truc, en creative dev, souvent, c'est un truc qui est pratique, c'est d'utiliser du son, parce que, en fait, c'est assez, assez linéaire, mais il y a quand même des variables, et du coup, caler n'importe quelle animation sur du son, ça rend souvent très vite très beau. Et vu que la musique, c'est quelque chose d'universel qui parle à tout le monde, il y a plein de gens qui vont apprécier ce qu'ils voient, parce que même ils apprécient ce qu'ils entendent, et que le tout rend quelque chose d'un peu harmonieux. Et franchement, bosser sur du son, après on l'a fait sur un clip, donc c'est forcément... c'est un truc qui nous plaît, mais c'est vrai que ça rend très vite quelque chose beau facilement en fait. Ouais. Quand on fait des tests avec, c'est. Mais je crois que c'est un peu devenu une tradition à Gobelin en workshop de creative dev de faire systématiquement en fait des audio visualizers, du coup des visuels qui s'animent sur du son, du vidging un peu. Ouais. Parce que c'est vrai que pour une première approche de la 3D, c'est toujours cool parce que ça bouge, c'est réactif, ça bouge très vite et c'est très vite kiffant. Par rapport à si on te dit essaye de faire un mini-jeu vidéo ou alors de y mettre du rythme et tout. Enfin, c'est beaucoup de travail ou quoi, alors que là on peut faire des choses un peu random et avec le son, c'est cool. Ouais. Du coup, c'est toujours ce qu'on fait, j'ai l'impression, maintenant, c'est toujours ce qu'il y a, des workshops en creative il continue dev. encore là. Voilà. Et au début, justement, quand vous avez commencé le creative dev, est-ce que vous avez pas rencontré des difficultés Quand on a commencé, alors c'est dur, de dire quand on a commencé le creative. En fait, les principales difficultés, je pense au début, en tout cas, c'était que moi je venais d'un domaine web très classique. Vraiment HTML, CSS, un peu de JavaScript pour faire des sliders et puis c'est tout, avant d'arriver à Gobelin. Et là, en fait, on entre dans du dev, c'est du vrai dev, entre guillemets. Il y a des notions mathématiques, un petit peu. Faut connaître quelques formules pour savoir comment faire bouger les choses. Et surtout, le creative dev, c'est un peu un savoir, je dirais pas que le secret est bien gardé parce qu'il y a de quoi se renseigner sur le net, mais vu que c'est pas quelque chose de très, pratiqué, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont assez peu en fait, c'est dur de savoir où apprendre. Et souvent, on apprend des autres, en fait. Et du coup, on regarde toujours vers le haut et vers des gens qui font des trucs de ouf et on se demande comment ils ont fait. Du coup, c'est un peu intimidant au début quand on commence le creative dev. Parce qu'il y a beaucoup d'infos, beaucoup de choses à appréhender en peu de temps. Et on voit des gens faire des choses de trucs de ouf et on dirait de la magie. Moi, pour apprendre, je recommande, pour ceux qui parlent un minimum anglais, mais vu que souvent on dev en anglais, c'est quelque chose qui est assez commun dans le milieu. C'est la chaîne, j'ai oublié son nom, mais c'est la chaîne Codigmas. De Keith Peters. Qui a fait des super vidéos, et pour commencer justement le creative dev, apprendre un peu quelques effets et quelques formules qu'on va réutiliser souvent, que ce soit les springs, tout ce qui est easing et tout, commencer par là. C'est pas mal parce qu'en fait justement on prend pas cette claque de je dois faire un jeu vidéo en 3D, c'est juste je vais faire un petit effet, soit à la souris, soit quelque chose qui gravite autour d'un point. On peut avoir très vite des résultats assez beaux avec pas grand chose. Et franchement c'est comme ça que j'ai commencé après le workshop dont je parlais tout à l'heure. J'ai regardé ces vidéos et j'ai essayé de faire des petits trucs de mon côté. Pareil, CodePen, c'est pratique parce que rapidement tu peux avoir un rendu visuel sans se prendre la tête avec créer un starter et prendre une semaine avant de commencer à avoir quelque chose de visuel. Et du coup, cette chaîne, moi je sais que j'avais commencé par là aussi. Et c'est quoi les qualités justement pour un bon creative dev? Tu parlais de géométrie par exemple. Je pense que c'est une notion qu'il faut maîtriser effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres qualités? Peut-être la créativité aussi, c'est quelque chose qui je pense que c'est hyper variable parce qu'en fait, il y a plusieurs types de creative dev à mon avis. Comme on disait tout à l'heure, il y a ceux qui vont être plus sur l'interface, ceux qui vont être plus sur le rendu 3D, vraiment genre essayer de se rapprocher du jeu vidéo. Et il y a ceux qui vont être plus voir le creative dev comme être un dev en fait qui a des idées aussi. Du coup, en fait, je pense que être un bon creative dev, ça dépend de ce qu'on veut faire.
Non, mais je pense qu'avec Arnaud, on partage un peu la même vision du truc, qui est, je sais pas si on est des bons creative devs, on fait ce qu'on peut, mais c'est que nous, on collabore vachement avec nos designers. On est sur les phases de conception à Too Soon, on est 4 toujours, on discute. Et pour nous, un bon creative dev, enfin ce qui est l'idéal, c'est un dev qui parle dès le début du projet et qu'on laisse parler dès le début du projet aussi, c'est important. Et un dev en fait qui va être force de proposition et qui va tirer de la créativité de ses de son savoir technique en fait, parce que les designers vont souvent avoir des références visuelles, nous on va connaître qu'un effet existe et des fois c'est l'effet qui va susciter le concept ou ce genre de choses. Et oui, un bon creative dev, je sais pas ce que t'en penses Arnaud, mais c'est quelqu'un qui est force de proposition je pense et qui après se donne les moyens d'apprendre ce dont il a besoin pour atteindre l'objectif qu'il veut quoi. Je pense que tous les creative devs n'ont pas besoin d'être des brutes en maths. Si tu veux pas faire des folies en faisant toi-même ton moteur WebGL et tout, bah y a pas de souci, je pense. Oui, c'est ça. En fait, c'est que dans le creative dev, il y a tellement d'aspects. Ça peut être des gens qui vont être hyper calés en 3D et qui vont même eux-mêmes designer leur modèle 3D, créer leur moteur. À côté de ça, il y a des trucs très 2D d'art génératif qui va être hyper beau. Et je considère aussi que c'est du creative dev. Et c'est vrai que nous, notre vision, c'est plus la partie curiosité. Après, c'est très cliché de dire faut être curieux, mais c'est quelque chose qui est intéressant et il faut cultiver en fait cette recherche de je vais essayer de refaire un effet que j'ai vu, peut-être dans un film, dans un truc d'animation, dans un motion, quoi que ce soit. Et du coup, je me suis perdu dans mes pensées. Se laisser inspirer en fait. Se laisser être inspiré par ce qu'on voit autour de nous et quand on a des idées les mettre en place un et justement par rapport à ça votre inspiration vous la tirez d'où? Ça peut être tu parlais de musique, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire ou où il y a d'autres choses aussi? Ça va dépendre des projets je pense, mais notre inspiration quand on est en phase de conception elle vient de nos références culturelles personnelles et après je pense que quand on est plus sur un aspect technique les inspirations vont venir de ce qui se fait déjà sur le web, de l'existant, de nos sensei un petit peu, des boss, de voir ce qu'ils ont fait, essayer pas de le refaire plutôt de s'en inspirer, de prendre leurs techniques et d'essayer de les adapter à ce que nous on veut faire. Et aussi un petit peu, je pense, nous un peu moins, mais beaucoup de creative dev, j'ai l'impression, regarde ce qui se fait du côté des jeux vidéo et essaye de le refaire par exemple sur le web. Beaucoup, il y a notamment D'ailleurs, désolé de te couper. Justement, on voit de plus en plus d'interactions en fait avec le web, le creative dev, le WebGL, toutes ces choses-là, qui du coup ça s'inspire pas mal du jeu vidéo. Toi, tu penses que ça va tendre de plus en plus vers ça, le creative dev ou pas? Ça dépend. À mon avis, ça dépend des types de projets, mais j'ai l'impression en tout cas que, en fait, on a de plus en plus les moyens techniques de se rapprocher de jeux vidéo, du rendu visuel de jeux vidéo un peu indé, on va dire. Ce sera jamais du AAA, PS4, Xbox One, mais on peut commencer à faire des choses cool. Et du coup, je pense que pour certains types de projets où c'est de l'expérience digitale, où vraiment on essaie de raconter quelque chose, ou alors c'est un jeu, je pense que oui, ça va tendre à ça. Après, je pense que le WebGL, ça va pas trop toucher ce qui constitue la majorité des sites, donc les sites corpo ou les sites e-commerce et tout. Je pense que le WebGL va pas trop révolutionner cette partie-là des sites, pas comme Flash à l'époque qui a investi des terrains qu'il aurait peut-être pas dû investir. Là, maintenant, le WebGL, je pense que sur des sites un peu corpo e-commerce, la seule fonction qui va jouer, c'est un petit peu d'avoir des effets qu'on peut pas avoir en CSS. Donc, ça va être des hovers un petit peu sympas, donc des effets de survol un petit peu sympas, des sliders un peu originaux, mais ça va pas. Je pense pas que tous les jeux vidéo vont se transformer tous les sites vont se transformer en jeux vidéo parce que il y a quand même un aspect utilisabilité derrière. Et justement, par rapport à ça, comment, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération, l'accessibilité et puis le fait que ça puisse être lisible sur tous les navigateurs? L'accessibilité, si on parle d'accessibilité pour tout ce qui est personnes non-voyantes ou quoi que ce soit, avec le WebGL c'est compliqué. On essaie de faire de notre mieux quand on fait de l'interface ou ce genre de choses parce qu'on pense que c'est important. Après, je pense qu'on n'est pas ultra à jour là-dessus et que c'est peut-être, avec Arnaud on en parle des fois et c'est quelque chose qu'on a un petit peu envie d'explorer. Oui. On sait qu'on doit s'améliorer là-dedans et que c'est important, mais c'est vrai que en fait dans la réalité des choses sur des productions quand il y a des deadlines ou quoi, c'est vrai que c'est souvent les choses qui passent en dernier
Et c'est dommage. Et c'est un mal, hein, mais c'est vrai que du coup, on s'efforce à faire au mieux, mais on fait pas tous les efforts Ouais. du projet qu'il faudrait, parce que par manque de temps. Parce que c'est quoi, par exemple, les choses qu'il faudrait mettre en place, par exemple, en fonction du navigateur, de la performance du... Si on parle que de WebGL pur, donc pour l'accessibilité non voyant, du coup, enfin, je pense que c'est pas accessible le WebGL. Enfin, genre on peut pas avoir de description. Par contre, pour ce qui est, si on parle d'accessibilité en termes de device et de performance, là oui, on y fait très attention. Enfin, je pense que c'est une partie du creative dev. Le but c'est de faire des trucs qui sont beaux mais qui tournent sur le plus de machines possible. Faut pas ça tourne à l'élitisme en fait. Et surtout maintenant. Et tu peux faire comment tu dégrades l'expérience en fonction du... Ouais, souvent c'est ce qui est fait. Souvent il y a une version HD, SD. Ouais. Si on est sur des productions où il y a des modèles 3D ou ce genre de choses, on va réduire le nombre de polygones et la taille des textures ou ce genre de choses, le niveau de la qualité de rendu aussi, la taille du renderer. Et par contre, si on est sur nous, par exemple, quand on était sur de la vidéo, ce genre de choses, nous c'était réduire la taille des assets encore une fois et aussi réduire, faire des choses un peu moins brutes au niveau du code et des shaders, faire des moins de particules, un noise un peu moins puissant, des choses comme ça. Oui, c'est ça, on essaye de garder, c'est l'objectif de rester à 60 fps en permanence. Ouais. Donc en fait, c'est pour avoir une expérience fluide et que le site se mette pas à ramer. Et c'est vrai que c'est une repasse qu'on fait en fin de projet, parce que d'abord faut créer le projet et il y a je sais pas combien de pourcentage du temps est alloué au final, mais en fait on arrive assez vite au projet comme on l'avait en tête, et il y a cette repasse à la fin qui va être d'adapter différents navigateurs, différents devices. Nous on essaye de prendre en compte la taille de l'écran sur lequel qu'utilise l'utilisateur, mais aussi par exemple la bande passante, essayer de quelqu'un qui va être en 3G avec un truc pas le faire attendre 3 minutes avec un loader et qu'il arrive jamais au bout. Ouais, le but de ces technologies-là, quand on est dans le cadre d'une expérience par exemple qui implique du WebGL mais qui est pas 100% WebGL, le but c'est que le WebGL il vienne pas ralentir le reste du site en fait. D'accord. Et que ce soit quand on est dans le cas où le WebGL il est là pour faire des beaux effets entre guillemets, faut vraiment que faire en sorte en fait que ça ne dégrade pas l'utilisation du site classique. Et quand on est dans le cas d'expérience à 100% WebGL, on fait ce qu'on note possible en fait pour que ce soit utilisable sur le maximum de devices et possible, y compris sur mobile, parce qu'il y a quand même une grande partie du trafic qui est sur mobile. Ouais. Et on sait que c'est un gros enjeu. Et sur mobile, vous arrivez à déployer du WebGL, le rendre? Avant, je pense que c'était plus compliqué. Maintenant, ça va. Honnêtement, c'est plus trop. Évidemment, on peut pas se permettre toujours les mêmes choses que sur desktop, mais il y a des portables très performants. Et non, je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer. Il faut y penser dès le début. Je pense qu'il faut pas essayer d'optimiser ce genre de choses à la fin. Mais oui, c'est quelque chose auquel on fait attention. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus au niveau des différents navigateurs qu'on a des soucis. Certains navigateurs qui vont pas supporter telle ou telle fonctionnalité, et donc on va devoir trouver des alternatives, et quelque chose qu'on avait codé, on va devoir complètement le revoir parce qu'on sait que sur Firefox ça marchera de telle façon, sur Safari ça marchera d'une autre, etc. Ouais. Et justement, quand t'es creative dev, il y a la notion de créativité et tu travailles avec d'autres personnes qui sont des designers. Justement, comment ça se passe cette collaboration nous, en tout cas, chez Too Soon, avec Hugo et Nicolas, nos designers, on a une façon de procéder qui nous semble naturelle, mais je pense qu'elle est bien définie. Déjà, c'est quand on est en phase de conception, il n'y a pas de designer et de développeur, il y a 4 personnes qui discutent et qui échangent. Il n'y a pas de personne qui a une parole plus importante que l'autre. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'oublier qu'on est des gars de la tech, de se retirer cette étiquette et d'essayer d'être quelqu'un de créatif au même titre qu'un designer. Et les designers, de leur côté, eux, je pense qu'ils essaient de se retirer cette étiquette de DA et de genre, je dirige tout l'aspect graphique, et ils se laissent, ils se laissent, pas convaincre, mais ils écoutent, en fait, et on partage. Je pense que ça, c'est très important, et nous, on a toujours fonctionné comme ça avec Arnaud, parce qu'avec Arnaud, on a fait donc Too Soon ensemble, les Pumpers, donc notre premier projet, le clip interactif ensemble, mais en fait, on a déjà fait beaucoup d'autres projets, 3 autres gros projets ensemble, les Gobelins. Basiquement, tous nos projets de fin d'année, on les a fait ensemble avec Arnaud, et il y en a quelques-uns qui étaient déjà avec Nicolas.
Du coup, on a un peu, on sait comment on procède, mais on n'a pas de process genre bien défini qu'on a écrit. C'est juste un peu, ça se fait Vous avez naturellement. vos habitudes en fait, ouais. Oui, c'est ça. En fait, ça fait 3 ans qu'on se connaît avec Gobelin. On est amis avant d'être, je sais même pas si on peut dire si on est collègues, mais Oui, ouais. on était amis au fur et à mesure de notre cursus scolaire là à Gobelin. Et c'est vrai qu'en conception, c'est quelque chose qui aide parce qu'on a les mêmes références, on parle de la même façon, on sait s'écouter, on se respecte mutuellement, mais en termes de dialogue, c'est-à-dire qu'on va écouter les autres, ensuite essayer de rebondir et pas essayer d'imposer nos idées directement. Oui. En fait, on n'est pas, ça c'est un truc en conception qui est assez important, c'est de pas être forcément attaché à ses propres idées, c'est de les proposer, voir ce que les autres en font en rebondissant, qu'est-ce que ça leur évoque, et après rebondir sur ce que eux ont pu avoir comme idée à partir de notre idée initiale. Et c'est comme ça, en fait, c'est un échange. Et nous, c'est comme ça qu'on travaille. Oui, il y a Ok. 4 concepteurs. Il y a Et vous avez fait quoi comme projet en commun justement parce que vous avez justement vous connaissez bien donc c'est intéressant de savoir un peu les projets sur lesquels vous avez pu travailler ensemble. Du coup, on a fait avec Arnaud, on a fait pas mal de projets. Le tout premier projet, celui sur lequel on s'est rencontrés vraiment, c'était un projet, donc c'était notre projet de fin d'année de bachelor, qui s'appelait Villefleury Award 2017. Et c'était un espèce de petit jeu, une petite expérience un peu gamifiée, où en fait on avait une ville et il y avait un maire un peu tyrannique qui ressemblait à Donald Trump et on l'avait prédit avant même qu'il arrive. à l'époque, Et en C'est fort. C'est ça. Et en fait, voilà. Et donc, il y a un maire un peu tyrannique qui a une ville qui est toute pourrie, toute polluée et qui il voulait gagner un concours de Villefleury. Mais le problème, c'est que le concours était demain, donc c'était impossible d'arriver à ce qu'il voulait. Et du coup, on voyageait dans le temps à différentes époques pour faire des choix qui allaient modifier en temps réel la ville. Donc, il y avait une petite ville en SVG qui se modifiait, voilà. Donc, c'était une expérience un peu loufoque, un peu déjà storytellée comme ça. Après, on a fait Mood. Ça, c'est des projets qui sont pas en ligne, enfin qu'on n'a pas vraiment sorti. Ouais. C'est des projets étudiants. Mood, qui était un projet où le thème c'était le WebGL et la data visualisation émotionnelle. En gros, c'était une petite expérience en 100% WebGL où on posait des questions un peu introspectives à l'utilisateur. En fonction de ses réponses en temps réel, il voyait une petite entité qui ressemblait à un blob un peu évoluer et s'adapter en fait à son mood, donc à son humeur. c'était en référence, enfin, on avait comme grosse référence vice versa avec les petites boules de souvenirs. Les émotions. Du coup, D'accord. on créait des souvenirs qui venaient s'ajouter à une entité 3D qui était un blob, du coup, et qui changeait de couleur et de comportement, en fait, en fonction de nous, les souvenirs qu'on lui donnait, en fait. C'était un peu une excuse. Oui. Pour bien comprendre les souvenirs, enfin ça se matérialisait comment en fait? En fait, c'était un petit questionnaire. On allait poser, un questionnaire. Dans un univers en 3D, on allait nous poser une question qui était genre, par exemple, pense à un souvenir d'enfance et associe-lui des émotions. On avait 5 émotions, donc la joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. Et en fonction de quelles émotions on mettait, ça créait une petite boule qui avait plus ou moins des petites couleurs, donc un souvenir qui se mettait à graviter. C'est très compliqué à expliquer comme ça, mais peut-être qu'un jour ça sortira. Voilà. En gros, c'est une sorte d'algorithme en fait. Oui, c'est voilà. ça, c'est ça en fait. Alors, en fonction des réponses qu'on allait apporter, donc des datas qu'on allait choper de l'utilisateur, donc de ses souvenirs, on allait modifier d'une manière ou d'une autre, de manière un peu générative, un blob donc en 3D et il allait avoir une tête totalement unique à la fin parce que tout le monde a des souvenirs différents. C'était ça le projet. Mais l'utilisateur répondait pas directement aux questions, en fait. Il se contentait de lui penser à son souvenir et choisir les émotions que lui, il y associait. C'était pas un formulaire, justement, où il remplissait, il écrivait, oui, mon souvenir, c'était avec ma grand-mère, telle date, blablabla. Juste cliquer sur les émotions qu'il associait à son souvenir. C'est ça. Donc, c'était des projets Gobelins. Du coup, les projets Gobelins, on nous invite fortement à faire du storytelling et ce genre de choses. Et là, pour le coup, sur VF, donc sur Villefleury Award, on était déjà avec Nicolas qui est avec nous maintenant sur Toussoun, et on était avec Maud, donc une illustratrice très talentueuse. Et on avait gardé ce même groupe tous les 4 pour Mood, donc en deuxième année quand on a commencé le WebGL justement. Voilà. Okay. Et après, en fin de cette année-là, donc c'était l'année de Master 1, on a fait un projet avec 2 designeuses qui s'appellent Victoire Douy et Jonathan Hénard, qui s'appelait Ladybug, et c'était une espèce de mini web documentaire sur la place des femmes dans le domaine des nouvelles technologies. Donc là, c'était du Pixie.js, donc c'était de la 2D en temps réel. C'était un truc très illustratif. Et récemment, les 2 designers ont sorti un case study, sur Behance autour de ce projet. On a fait ça, et après, du coup, on est arrivé en Master 2.
où là on avait juste un projet de fin d'année, et ce projet de fin d'année c'était Pumper, du coup donc le clip interactif pour Mailan qu'on a fait avec Nicolas et Hugo. Bon, ça, on va y revenir Oui, après. Justement, par rapport à Too Soon, voilà, j'aimerais bien en savoir plus justement. Pourquoi vous avez lancé, c'est un collectif. Pourquoi un collectif et pas une agence? Au début, en fait, quand on a créé le collectif, on savait pas si derrière on allait réussir à avoir des projets à 4, comme une agence pourrait avoir si on allait avoir des projets directement assez conséquents pour pouvoir bosser tous les 4 dessus. Et on se disait que en freelance, on gardait en fait cette sécurité de si ça marche pas tout de suite, on pourra faire du freelance chacun de notre côté en attendant de trouver les projets qui nous intéressent et qui sont donc des projets qui peuvent sur lesquels on travaille tous les 4. C'est ça. Okay. En fait, ça s'est fait un petit peu petit à petit parce que à la base, je pense que sur nous 4, il y en avait assez peu qui avaient l'idée de créer quelque chose, une structure en sortant. Il y en avait qui pensaient au freelance, c'était pas encore sûr, mais le plus probable, c'était éventuellement de bouger à l'étranger, trouver un CDI ou quoi après les études. Et en fait, c'est en faisant Pumper, du coup, ce projet qui nous a beaucoup plu, on s'est réalisé qu'on fonctionnait bien ensemble et surtout le projet était assez inédit. Et on voyait des opportunités qui pouvaient se présenter après ce projet et on voulait voir ce que ça allait donner en fait. Mais l'idée c'était que si ça donnait rien, tant pis, on reprendrait le cours de vie chacun de notre côté ou quoi. Et du coup, on a commencé par dire on se met en freelance. À la base, on était vraiment un collectif de freelance. On s'imaginait un petit peu faire notre vie de chacun de notre côté, puis trouver des projets de temps en temps. Et là, plus ça va et plus on se voit vraiment. On se voit tous les jours en fait. On bosse ensemble. On est sans être un studio encore parce qu'on n'a pas. On débute carrément. On bosse vraiment ensemble et on est plus un studio que des freelances presque. C'est ça, en fait, mais pour l'instant. Il y a une ambiguïté autour de ça qui s'est créée, qui fait que nous, vu qu'on a créé nos adresses Too Soon, on reçoit des mails. Surtout à la sortie de Pumper, on a reçu des mails de personnes qui voulaient venir en stage à Too Soon, qui voulaient venir passer un entretien. Donc on leur répond à chaque fois, on est désolé, en fait, on n'est pas une société, on peut pas vous prendre en stage, quoi. On n'a pas de pas encore. Mais c'est vrai qu'en fait, ça s'est fait sur la fin de Pumper. On était on voyait assez souvent Yann Biguet, qui est donc le fondateur de Panamera, qui est le studio de prod vidéo avec qui on a fait le clip et qui est le manager de Mailan, et qui nous a demandé avant la fin du projet comment vous comptez signer le clip. Est-ce qu'on met les 4 noms ou est-ce qu'on signe il nous avait pas dit Too Soon parce qu'on n'avait pas encore de nom, mais est-ce que vous signez une entité commune à tous les 4? Il nous avait fortement conseillé de le faire parce qu'il disait à ce moment-là il cherchait dans la presse quels seraient les médias qui pourraient relayer le projet pour Mailan. Et du coup il nous avait dit dans un article par exemple, jamais on mettra les 4 noms. Si vous signez Too Soon, au moins il y aura un lien sur le site ou vers Twitter ou peu importe, et au moins les gens sauront que vous existez, quoi. Voilà, du coup c'est ce qu'on a fait. Et une fois qu'on a sorti Pumper, cette même personne, Yann Biguet, nous a dit bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, est-ce que vous continuez ou pas? Et nous on a dit ouais, je pense qu'on va continuer. Il nous a proposé du coup de nous représenter avec Société Panamera, donc maintenant c'est pas notre, c'est un peu notre manager, en tout cas notre agent. Voilà, notre agent, voilà. Ça fait mieux. on est en relation avec lui en fait pour essayer de trouver des projets à 4. Et du coup voilà. Et justement, Pumper, pour en parler rapidement, pour le présenter rapidement comme vous en parlez, voilà, est-ce que vous pouvez expliquer un peu le projet? Ouais, Pumper en fait ça vient de l'idée de base. On avait un projet de fin d'année qui était un sujet libre et nous on voulait faire quelque chose, on avait comme postulat, on a envie de faire un projet cool mais qui parle à d'autres gens que les gens qui font du web pur en fait. On voulait quelque chose qui puisse un peu traverser les frontières de notre sphère Twitter ou ce genre de choses. La blague c'était on veut faire un projet que nos parents peuvent comprendre. Voilà. Ça. Et du coup, on s'est dit qu'est-ce qui est universel? On a pensé à la musique, on s'est dit on va faire une expérience autour de la musique. Et en fait, on s'est dit quitte à faire une expérience autour de la musique, autant demander les droits à un artiste d'utiliser son son. Et on se dit quitte à demander les droits, autant demander si on peut pas collaborer. On s'est dit allez, allons loin et on verra.
Et en fait, on a envoyé un tweet à Mylan et en disant, on exécute un gobelin, on a envie de faire un truc avec ta musique, est-ce que t'es intéressé? Et donc, il y a Yann Biguet, du coup, le manager de Mylan, qui nous a répondu en disant, ouais, qu'est-ce que vous avez à proposer? Mais Mylan, c'est un artiste que vous suivez beaucoup? En fait, on connaissait quelques sons à elle, mais en fait, on l'a découvert, c'est Arnaud qui l'a découvert avec une interview qu'elle a fait pour Click. D'accord. Début janvier, parce qu'elle venait de sortir son album Autopilot. C'est ça, en fait, elle a sorti son album début janvier, donc elle a fait sa promo au courant du mois. Et nous, c'est vers la fin du mois de janvier qu'on devait se décider, on était en conception sur le projet à l'école. Et je suis tombé vu que je suis la chaîne Click, je suis tombé dessus. Et j'ai bien aimé les rêves qu'elle avait, son univers et tout. J'ai envoyé ça aux 3 autres du groupe, donc Yann, Nico et Hugo, en disant on était en train de créer une liste en fait d'artistes qu'on pouvait contacter. Et du coup, j'ai fait je suis chaud, Mylan, j'aimerais bien la contacter. Du coup, j'ai envoyé un tweet et Yann Biguet nous répondait, je crois, le lendemain ou 2 jours après, nous demandant des précisions sur le projet. Il nous a passé son mail et du coup à partir de là on a échangé avec eux, on les a rencontrés et puis le projet s'est fait. Et on est arrivé sur cette idée en fait de faire un clip interactif pour Mylan, mais qui devait exister aussi sous forme de clip classique, sachant que nous on n'est pas de gens qui font de la vidéo de base. Oui. Et en fait nous on pensait en fait utiliser des images déjà existantes et de rajouter des effets, faire un clip interactif comme ça. En fait on s'est retrouvé à scénariser, réaliser totalement, être sur le tournage et tout, monter, faire la post-prod, designer et développer toute l'expérience. Et du coup, on a fait donc un clip interactif pour Mylan. Donc c'est un clip assez classique, sauf que nous, ce qu'on voulait, c'est que, étant donné que le clip devait exister dans une version non interactive, on pouvait pas faire en sorte que l'interaction soit au cœur du scénario du clip. On pouvait pas, ça devait pas être trop important. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est que vu que juste, pardon, pour t'arrêter. Pas de souci. En fait, le clip était déjà existant, c'est ça? Et non. Non, en fait, on a tout, en fait, elle avait juste, un son, Pumper, elle savait qu'elle voulait le clipper, et Yann nous a dit, est-ce que ça vous intéresserait de clipper Pumper? On a fait d'accord. Et du coup, non, nous, on a vraiment tout fait, on a réfléchi autour du son. À partir de là, on a dégagé un peu une trame principale de scénario qu'on a présenté à Mylan et des idées d'interaction. L'idée, en fait, c'était Pumper, c'est une chanson où elle dit qu'il fait chaud, il faut se refroidir et tout. Elle l'a écrit dans la jungle en Guyane. Okay. Du coup, l'idée, c'était de faire une jungle visuelle, donc un clip très visuel avec beaucoup de collages et ce genre de choses. Et le but des interactions, c'était d'enrichir cette jungle visuelle en permettant à l'utilisateur, notamment, d'avoir un fond vert dynamique, donc de changer le fond vert en temps réel, de changer de plan. Au bout d'un moment, on est dans un tunnel tout en 3D en WebGL un peu psychédélique. L'idée, c'était que les interactions, elles soient là juste pour ajouter du fun et un peu, du bordel visuel, en fait. Faire en sorte que l'expérience soit très, très kiffante. Comment vous avez géré cette notion de timeline? C'était quelque chose que vous aviez déjà fait avant? Pas du tout, non. Ça s'est fait au début du projet, en fait, en dev. En fait, avec tout le groupe, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on revoyait Panamera et Mylan, on repartait avec plus de responsabilités sur le clip. C'est-à-dire que première fois, on a une idée, on pensait qu'on ferait le dev, et on s'est dit j'espère qu'ils vont nous laisser un peu faire la créa. Voilà. Au final, au fur et à mesure, c'est votre projet, c'est vous qui l'avez en tête, faites tout. Ça s'est fait au fur et à mesure, mais c'est comme ça que ça s'est passé au final. Et du coup, pareil, sur le tournage, on dit maintenant vous êtes réal, c'est vous qui allez réaliser. Et du coup, au début, on a pas mal stressé. Parce qu'on savait que c'était un clip qui allait aussi exister sur YouTube en non interactif, que c'était pour la promo de My, donc réel artiste, quoi. Et du coup, très vite, on a essayé de développer tout ce qui nous faisait peur, donc cette timeline, justement, cette gestion du timeline par rapport à la vidéo. Les premières interactions, on a commencé par le refrain. Les refrains, en fait tous les gros points de doute, parce qu'en fait on a dit qu'on le ferait et Panamera nous a fait confiance et Mylan aussi, mais il y avait pas mal de zones floues au début du projet où nous on savait pas exactement ce que ça allait donner, et il fallait que tout de suite on se rassure en faisant les gros points, en fait. Et du coup la timeline, c'est un des premiers trucs qu'on a développé justement pour se rassurer, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, la manière dont on avait organisé le clip, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, c'était l'idée, c'est que tout au fur et à mesure du clip, en fait, il y a une espèce d'histoire, mais qui est difficilement compréhensible. Mais en fait, c'est Mylan qui est dans le désert, qui est perdu, qui cherche quelque chose pour se rafraîchir. Elle découpe un cactus, elle boit le jus du cactus, et le cactus est un peu chelou. Et après, elle commence à triper. Et du coup, elle se retrouve dans une oasis, puis dans une jungle. En fait, l'idée, c'était qu'au fur et à mesure du clip, il y a des différentes interactions qui se passent, qui sont en rapport avec l'image, en fait. Du coup, on invite l'utilisateur à couper un cactus à un moment. On l'invite à regarder. Au bout d'un moment, Mylan regarde aux jumelles, et l'utilisateur peut voir ce qu'elle regarde dans les jumelles en cliquant en temps réel.
Et après, elle part dans un trip totalement hallucinatoire, dans un tunnel en 3D. Et en fait, là, on est totalement dans un univers en 3D rendu en temps réel. Et on peut balader la caméra dedans, on casse un peu le côté 2D du clip. Et en fait, pour bien comprendre, moi je me dis c'est fait comme ça, c'est une vidéo en fait qui est en fond avec du WebGL sur lequel on peut interagir. La vidéo est dans le WebGL. En fait, l'idée c'est que, bon, on va être un peu technique, mais la vidéo elle est rendue sur ce qu'on appelle un plane. Du coup, c'est une géométrie qui est genre comme une feuille de papier, quoi. Oui. C'est plat. Ouais, et en fait, dessus, on y applique ce qu'on appelle des shaders. Donc, c'est des choses qui vont venir modifier les pixels. Et du coup, en fait, la vidéo, en fait, c'est 100% du WebGL. C'est juste que la caméra WebGL filme le plane dans lequel on joue de la vidéo, et nous il y a des différents effets en shader qui vont se déclencher à différents moments de la vidéo. Ok. Et combien de temps ça vous a pris à peu près pour ce projet là, Du coup, tout début du projet, donc avant même qu'on sache qu'on allait bosser avec Mylan ou faire le clip de Pumper, donc c'était en janvier que le projet a commencé, enfin que vraiment on a créé le groupe en fait pour le projet. Je crois qu'on a tourné en avril. On a tourné fin avril. Après, c'était le 1er mai. C'est ça. Et du coup, en fait, avant ça, et même pendant toute cette période, on était en alternance. Donc, on n'était pas full-time sur le projet. Ouais. Mais sur l'entreprise, pas mal. Ouais, 1 semaine par mois sur le projet, en fait. C'est ça. Et en fait, on a tous essayé de prendre le plus de congés possible sur la fin de l'année scolaire pour justement pouvoir bosser sur le projet. Et je dirais qu'après le tournage, il y a eu entre 2 et 3 mois de prod quasi à temps plein. En fait, il y a eu, on va dire, 1 mois de conception réparti sur plusieurs mois parce qu'on n'avait pas trop le temps, donc où c'était vraiment réfléchir au scénario utilisateur, le scénario du clip, la découpage technique du clip, comment on allait le filmer et tout. On a tourné fin avril, et après on a eu 2 mois de production à plein temps, design et dev, pour arriver jusqu'à notre jury de fin d'année le 27 juin à Gobelin. Et après, on s'est donné encore 1 mois, plus ou moins grosso modo, avec un rythme un peu plus à la cool, pour finir un petit peu tous les détails. Et finalement, c'est sorti le 17 septembre. C'était prêt avant, mais c'était pour des questions de promo que c'est sorti le 17 septembre. Mais voilà. Du coup, on va dire qu'au total, 3 mois et demi, 4 mois. Voilà. À peu près c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez été inspiré par d'autres choses existantes? Parce qu'il y a déjà eu des clips interactifs. Enfin, j'en ai jamais vu des comme ça avec autant de WebGL, etc. Mais il y avait déjà eu des choses existantes. Par exemple, il y avait Anonymous, je crois, qui avait fait un clip pour Happy, par exemple. Ah oui, il y avait Happy. Il y avait Arctic Monkeys. Ouais. Non, c'est pas Arctic Monkeys. Arcade Fire. Just a Reflector. C'était une Chrome Experiment. Donc ça, c'était une des inspi. Il y avait Contra K de Unit 9, qui était un clip interactif où on pouvait juste switcher entre les plans. Un petit peu, en fait, il y avait 2 versions. Enfin, il y avait c'était les plans, c'était les mêmes. Il y avait une version des plans dans le passé, une version des plans dans le présent. On pouvait switcher entre le présent et le passé. En fait, toutes ces références, nous, on les a envoyées dans le premier dossier qu'on a envoyé à Panamera et Mylan, pour expliquer ce que nous, on voulait faire. On leur a montré justement, voilà, en fait, les clips interactifs, il se fait ça, et après, on expliquait ce que nous, on voulait faire sur Pumper. Mais du coup, toutes ces références, on les avait. On avait d'autres références qui étaient des références de clips, classiques, interactifs, en disant, on leur avait fait une vidéo, avec 3 grands axes que j'ai oubliés, mais c'était par exemple, voilà, les références que nous on a visuellement en termes d'effets de post-prod ou en termes d'effets de réal ou quoi. On leur avait envoyé ça pour qu'ils voient un peu quelle vision nous on avait. Et en fait, on a eu beaucoup de chance en fait pendant quasi toute la production du clip, à chaque fois qu'on leur montrait nos références et nos envies. Mylan, ça lui plaisait, Panamera était chaud, et du coup on n'a jamais eu de ah non, ça par contre j'aime pas du tout, faites pas du tout ça. En fait, on a l'impression d'avoir fait le clip comme on voulait, alors qu'on faisait comme on voulait nous, mais aussi en fonction des envies de Mylan. Mais on a eu de la chance parce qu'en fait on avait des envies communes quasiment tout le temps. Ouais, cette liberté était assez flippante parce que, comme tu dis, des clips interactifs, il y en a, mais il y en a pas tant. Ouais. Et en fait, on a dû déterminer nous-mêmes ce qu'on considérait comme étant être un bon clip interactif. Et en plus, je pense que ça peut varier en fonction de notre objectif, mais nous, notre objectif, c'était en fait que l'interaction ne vienne pas gâcher l'appréciation de la musique et de la vidéo avant tout. Et nous, on le voyait surtout comme une espèce de sucre interactif par-dessus tout ça, et le but c'était qu'il y ait du fun, ce genre de choses. Il n'y avait pas d'enjeu de scénario dans les interactions, tout ça, mais alors que dans ce qu'on a remarqué dans les clips interactifs, il y en a qui sont une grande partie, c'est on change l'histoire.
En fait, on fait des choix qui vont changer l'histoire. Nous, on savait qu'on pouvait pas se permettre ça en termes de moyens et que c'est pas ce qu'on voulait. Et surtout que vu que le clip devait exister également en non interactif sur YouTube, on pouvait pas se permettre de faire que l'interaction soit au centre du scénario. Sinon, le clip non interactif, en fait, il aurait pas eu de sens d'exister, quoi. Voilà. Et par contre, il y a d'autres clips interactifs comme celui de Just a Reflector de Arcade Fire. Et puis évidemment Rome qui est un des premiers trucs en WebGL de ouf, qui est un clip interactif aussi qui a été créé. Il est comment celui-là? Alors ça a été créé, il me semble, par le mec qui a ensuite fait 3JS, donc Ricardo Cabello. Et Google. Et en fait, celui-là, c'est presque tout en 3D. Il y a quelques bouts de vidéos, mais qui sont de l'animation. Et alors là, on progresse dans un monde tout en 3D. Et on fait avancer des fleurs, on végétalise un truc. Enfin, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui qui est totalement ouf. Si je me souviens bien, je crois que le projet était censé promouvoir le WebGL. Donc c'est pour ça que Google avait bossé dessus. C'était bon, voilà. En fait, c'était censé être un exemple de voilà, maintenant on va pouvoir faire ça sur le web parce que le WebGL est implémenté dans le navigateur et peut-être que ça a 12 ans et c'est encore une référence. 12 ans, je sais pas, je pense que c'est moins vieux, mais ouais, c'est en tout cas c'est fou. Enfin, ouais. Et du coup, voilà, il y a des clips interactifs qui sont plus axés sur le fait de changer la trame scénaristique, un peu comme Contra K, et d'autres qui sont plus axés sur le visuel pur. Et des fois, il n'y a pas trop d'objectifs dans les interactions, c'est juste en fait du fun, quoi. Vous, c'est plus le visuel et le psychédélique, c'est ça? C'est ça. Nous, le but, c'était en fait que les gens, en fait, qui ne connaissent pas du tout le web, ils ont l'impression de regarder une vidéo classique, d'être sur un clip, sauf qu'ils peuvent faire des trucs qu'ils peuvent pas faire d'habitude. Ils peuvent changer le fond vert dynamiquement. Au bout d'un moment, Mylan, elle doit couper un cactus. Eux, en fonction de comment ils vont draguer leur souris sur l'écran, il va se couper de manière différente. Ils peuvent changer de plan au moment des jumelles. En fait, et au moment du tunnel, on est totalement dans un espace en 3D, on contrôle la caméra. L'idée, en fait, c'était juste de faire quelque chose pour les gens qui sont pas du web, qui semble pas magique, mais qui sont, oh, c'est marrant qu'on puisse faire ça. Alors, ne serait-ce qu'hier, on l'a montré à quelqu'un qui est pas du tout du web. Et la personne était, ah ouais, enfin, sans être, ouais, c'est génial. Elle était, ah, c'est marrant qu'on puisse faire ça. Un peu perturbée parce que sur YouTube, d'habitude, on peut pas faire ça. Et là, le player ressemble presque à celui de YouTube, c'est un peu confusant. Et elle se dit, ouais, c'est cool. Et le but, c'était de faire une expérience un peu ovni, comme ça, qui venait juste apporter une touche de fraîcheur, un peu de nouveauté, et faire quelque chose qui soit à la fois un peu quelque chose de cool techniquement en WebGL, et qui plaise un peu au milieu du coup du web et du creative dev, et en même temps quelque chose que même nos parents, genre ma mère, si je lui file sur tablette le clip, elle peut interagir avec, elle trouve ça fun, et en fait si elle interagit pas et qu'elle comprend pas, le clip suit quand même son cours. D'accord. Et du coup on vient pas interrompre l'appréciation de la musique et de la vidéo, quoi. Et par rapport à l'univers, c'était vous avez travaillé dessus ou non, c'est quelque chose qui vous a été non, on a tout fait. Enfin, vraiment, vraiment, en fait, ils nous ont laissé très très libres et on les en remercie. Et non, en fait, c'est juste nous. On a beaucoup fait de conception du coup à 4, comme on disait. Et en fait, ça vient de références à nous 4 et on s'est dit, Pumper, il faut un truc psychédélique. Pumper, en fait, ça veut dire c'est un camion de pompier à une lance à eau normalement. Et nous, je sais pas comment, je crois que c'est Hugo qui avait dit Pumper, ça pourrait être un éléphant qui arrose les gens. Et à partir de là, on est parti dans ce délire jungle et tout. Et on a commencé à inventer une histoire. Ouais, on pourrait dire qu'au début, il est dans le désert, à la soif. On a inventé ces trucs-là et c'est de référence en référence qu'on a eu ce monde un peu psychédélique et ces idées. En fait, on a tout créé et imaginé de A à Z, en fait. Et nous, on faisait des moodboards, le scénario, on l'a écrit, le script, et pareil, on le proposait, on le montrait à Panamera et Mylan. Et c'est là qu'ils validaient. Et comme je disais, en fait, ils ont à chaque fois quasiment validé tout ce qu'on proposait. Mais sinon, tout a été pensé de A à Z. Et la conception était, particulièrement sur ce projet, assez drôle parce que imaginez qu'il y a un éléphant psychédélique qui va acheter de l'eau sur les gens. Ouais, c'était hyper typant parce qu'on n'avait jamais fait ça. On avait plein d'idées. On se disait, ouais, ça va être cool si ça marche, quoi. Il y avait ce stress pendant tout ce projet. Vraiment, c'est un projet où on a été stressé pendant 6 mois. Parce qu'il y avait ce truc de est-ce qu'à la fin ça va rendre bien, est-ce que ça va marcher, et puis les gens nous prenaient pour des fous. Je me souviens que quand on faisait de la conception, qu'on essayait d'écrire le scénario, il y avait d'autres gobelins à côté de nous des premières années qui savaient pas du tout ce qu'on faisait et qui nous entendaient parler de ouais alors là il y a l'éléphant, on coupe le cactus et en fait elle part dans un délire, il y a un tunnel en 3D puis l'éléphant il arrose la jungle et tout. Les gens ils nous regardaient avec des yeux genre qu'est-ce que tu parles et tout. Et du coup nous on était vraiment c'est très cool que Mylan et Panamera nous aient accompagnés, nous aient laissé faire tout ça, mais c'était à la fois un peu flippant parce que du coup on se disait c'est sans filet, quoi. Enfin c'est genre 100% de notre responsabilité et du coup faut que ça marche, quoi. C'est ça, en fait, à force de nous faire des retours que positifs, on a eu le doute à un moment, on s'est fait mais est-ce que vraiment ils aiment tout et c'est cool et on continue, ou est-ce qu'ils osent pas nous le dire, ou alors est-ce qu'ils s'en foutent et donc la vidéo ils l'ont adaptée par rapport à
la direction que vous avez voulu prendre, c'est ça un peu? En fait, la vidéo, c'est-à-dire qu'on a écrit le scénario, on a fait le découpage technique, donc plan par plan, c'est nous qui avons fait tout ça, et le jour du tournage, on était réel, plus ou moins, donc il y a un tournage de 2 jours sur fond vert, et du coup, on avait fait une liste des plans à shooter, et on les a shootés, il y avait les réals de Panamera qui étaient là pour nous épauler, et on avait un chef opérateur, du son, tout ça, et en fait, ils sont totalement adaptés du coup à ce qu'on avait écrit. Et nous, on l'avait écrit pour faire en sorte que ça marche dans le clip final. En fait, on avait fait une espèce d'animatique, un storyboard total du clip qui montrait à quoi ça ressemblait et à quel moment on pouvait interagir. Et du coup, toute l'équipe de production était au courant et on a tourné ce qu'on voulait et on a fait à partir des images. C'est ça, en fait, on a créé ce qu'on appelle une shot list, donc qui est la liste de tous les plans qu'on doit tourner. Et pour chaque plan, on avait des références visuelles associées avec, voilà, c'est à peu près telle lumière, tel angle de caméra, tel point de vue. Et du coup, le directeur de la photo et l'équipe du tournage, nous, on leur montrait ça. À chaque fois, ils s'adaptaient au niveau des lumières, de l'ambiance. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Parce que, à la base, ils nous ont demandé est-ce qu'on avait les visuels de fond qui seront incrustés derrière maille. Et c'était trop tôt dans le projet. Il y a eu un énorme taf de la part des designers de rechercher, de créer les compositions, justement, de tout le clip. Et à cette époque, du coup, en avril, on l'avait pas du tout. Du coup, il fallait juste leur montrer des références et des indications d'éclairage. Parce qu'on n'avait pas encore tout le clip de fait. Donc, ils ont l'habitude, apparemment, de savoir exactement quelle image serait incrustée et ils s'adaptent. Là, c'était juste des références, des envies. Nous, c'était pas possible parce que c'était une grosse partie du boulot parce qu'en fait, l'idée, vu que il y avait pas un budget faramineux non plus sur ce projet, c'était de tout tourner sur fond vert. Il y a rien qui a été tourné à l'extérieur et de faire un maximum, pour les designers en tout cas, c'est leur contrainte, de faire d'où cette idée de collage un petit peu, dire si on fait de la 2D, du tournage sur fond vert, autant assumer le côté faussement incrusté et faire des trucs un peu foufou. Et eux, ils ont dû chercher des images sur internet libre de droit. En majorité libre de droit, pour la plupart. Et oui, une grande partie de leur travail, ça a été de scroller sur des banques d'images pour trouver la perle qui passera. Voilà. Et après tout harmoniser, parce que forcément, quand c'est des compositions comme ça où ils utilisent un désert plus un autre plus un cactus pris autre part et tout, faut tout réharmoniser derrière et ils ont fait un gros travail là-dessus. Ils ont fait un taf de ouf, mais en tout cas dans toutes ces phases-là, on était plutôt pas stressés, mais on se disait faut que ça marche parce que c'était totalement en dehors de notre zone de confort. Du coup, on parlait de c'est quoi être creative dev, c'est peut-être ça aussi, sortir de sa zone de confort et s'essayer à d'autres choses. Et en fait, on se sentait totalement illégitime aussi, quoi. Quand on arrive sur un tournage, il y a une équipe de tournage de 10 personnes et on est on fait quoi maintenant? On est là, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va réussir à le faire? Surtout que la vidéo, c'était pas forcément votre spécialité à la base. Non, pas trop, non. En fait, après, on a tous une culture, je pense, graphique et vidéo. On est bercé là-dedans et c'est quelque chose qu'on aime. Moi, comme Arnaud, on a des petites bases, et Hugo aussi qui a fait MMI, on a des petites bases, on savait ce que c'était un découpage technique, on sait comment ça marche des lumières, des caméras et tout. Nous, c'est la pratique qui nous manquait un petit peu. Et heureusement, la pratique, en fait, c'est pas nous qui avons tenu les caméras ou quoi, il y avait un caméraman, un chef opérateur, David Merman, qui nous a bien aidé. Du coup, non, on n'était pas habitués, mais on était bien entourés pour mettre ça, donner vie à ça. Et du fait qu'on sache faire de la conception et écrire une histoire et surtout à Gobelin on nous apprend à faire des prés et du coup à présenter notre travail et notre vision, vu que les gens comprenaient ce qu'on voulait leur dire, ça s'est passé plutôt bien, on a réussi à tout rentrer. Oui, on a eu aussi une styliste, pareil, c'était des moodboards qu'on a envoyés à Mylan, elle a dit oui ça me plaît, je veux ça pour le clip. Et après Panamera s'est occupé parce qu'ils ont des connaissances dans le milieu, ils ont l'habitude de bosser avec des stylistes, des chefs opérateurs, ils ont eux constitué l'équipe du tournage qui était une dizaine de personnes, nous compris. Pour justement que sur le tournage, nous, on n'est plus que à dire voilà, là il y a tel plan à tourner et voilà, ça s'est fait naturellement sur les 2 jours de tournage parce qu'il y avait des gens dont c'était le métier et qui étaient talentueux pour nous épauler, sinon ça aurait été impossible. Ok, super. Par rapport justement, ce projet-là, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, une expérience que vous voulez renouveler dans le futur, une direction justement que vous voulez prendre avec Too Soon ou voilà. En vrai, si possible, oui. C'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé. En fait, ce qu'on aimerait surtout, et c'est notre objectif avec Too Soon, c'est continuer de bosser avec l'univers d'autres gens, en fait. C'est ce qui était trop cool, c'était de prendre une musique d'une artiste et de bosser avec son univers et de créer quelque chose derrière et de bosser avec des gens qui font de la vidéo. Et nous, on aimerait continuer à faire de la vidéo, mais si on peut faire de la BD interactive, si on peut faire des expériences sonores, si on peut faire... En fait, ce qu'on aime, c'est vraiment mélanger les médias et en fait utiliser notre savoir-faire en design et en dev web
au service de l'univers de plein d'autres gens créatifs et mélanger les... Enfin, notre but, je crois que c'est ça, c'est bosser avec des gens créatifs et bosser avec des gens dont on reconnaît le talent et qu'on aime leur boulot et en fait se mettre à leur service pour proposer une expérience originale et qui vient complimenter leur travail en fait. C'est ça, en fait. Ma vision là-dessus, c'est que sur le web, on fait pas de l'art directement, et c'est utiliser en fait ce qu'on sait faire en web au service d'autres arts qui peuvent être le cinéma, la vidéo, la musique, faire des installations pour des musées ou que sais-je. Et c'est justement ça dont on parlait avec Pumper. Faut que ce soit accessible pour le public de Mylan qui sont pas forcément des designers web ou des creative devs, ils connaissent pas forcément. D'ailleurs, c'est le côté un peu magique pour eux parce qu'ils savent pas comment ça marche derrière et ils connaissent pas trop ce genre d'expérience web. Et du coup, c'est de continuer à utiliser ce qu'on sait faire au service d'autres personnes dont on aime le travail d'un point de vue artistique et leur univers. Et ça peut même être, ça c'est dans l'idéal, mais même sur des projets plus classiques, des fois il y a certaines marques ou certaines boîtes qui ont des choses à raconter et on peut tout à fait composer avec ça. En fait, nous ce qu'on aime c'est raconter des histoires et ça peut se faire au sein d'expériences interactives comme au sein même d'un site corpo. Si une boîte qui fait des trucs trop cool, je sais pas, un produit super et que nous on trouve ça chouette, il y a toujours une histoire à raconter à un site en fait. Et du coup c'est ça qu'on a envie de faire, c'est juste on n'est pas tellement des furieux du WebGL en mode on veut faire que du WebGL, on veut faire que tel truc. Nous tout ce qu'on veut c'est qu'en phase de conception on se fasse kiffer et qu'en dev on se fasse kiffer, que les designers se fassent kiffer et que on fasse à la fin quelque chose qui soit cool et qui fasse plaisir aux gens en fait, que ce soit notre client. Alors vous avez pas forcément un univers attitré. Non, genre Pumper, on aime beaucoup la DA, mais c'est pas forcément que ce qu'on veut faire quoi. Non, on se ferme pas du tout pour le moment. Bon, on débute quoi. Mais Et vous avez des projets à venir ou pas? Vous pouvez en parler peut-être. Nous, on peut pas trop en parler. mais on peut vous suivre. mais en fait, oui, il y a des pistes là qui se présentent un petit peu. On a pris du temps. On a fait après le Pumper, on a fait un peu de freelance classique pour se reposer un petit peu tout en gagnant notre vie. Et après on a pris un petit moment, un assez long moment pour travailler sur notre identité, sur qu'est-ce qu'on voulait, sur quel type de client on voulait chercher, notre stratégie, essayer de se trouver un petit peu. Et là on a rencontré des gens et il y a Et on continue de dialoguer du coup avec Panamera qui nous représente justement pour essayer d'aller choper des projets à 4. Et c'est vrai que là aujourd'hui le jour où on enregistre ça, on est mi-décembre et c'est vrai que là c'est la période où c'est la fin de certains projets qui veulent sortir pour Noël ou quoi, et on sait que c'est à partir de début janvier on va pouvoir revenir faire de nouvelles rencontres, essayer de voir des projets pour l'année 2019. Là, c'est une période un peu creuse pour ça. Et est-ce que vous avez participé à des projets un peu, aussi en parallèle? Par exemple, il y a la Christmas Experience. On nous a proposé, mais non, on a préféré pas le faire. On n'avait pas trop le temps et on a préféré vraiment se consacrer à Too Soon et en fait, c'était hyper important pour nous de développer du coup une identité, de savoir un petit peu, de faire tous les documents nécessaires pour nous présenter à des clients, ce genre de choses avec Panamera, parce que en fait la grosse difficulté pour nous, ça se passe plutôt bien, on a vu des gens, on a des projets qui semblent arriver, on est plutôt sur la bonne pente quoi. Mais la difficulté pour nous c'était d'être 4 freelances et d'aller se vendre comme un mini studio. Plus ou moins parce qu'en fait on reste des freelances, mais quand en fait le but c'est d'aller chercher des projets en entier et pas des missions. Et du coup ça nous a demandé un travail un petit peu pour créer des documents pour aller nous présenter, savoir qu'est-ce qu'on voulait faire, quel était notre axe, des trucs un peu plus stratégiques on va dire. Oui, puis c'était pas mal d'improvisation parce qu'on savait pas si ça allait être possible ou pas, comme la question que tu nous posais tout à l'heure sur pourquoi en fait on a créé le collectif et pas un studio, c'est parce que justement on savait pas si ça allait être possible de nous d'aller trouver des projets à 4 justement dans ce qu'on veut faire avec Too Soon, donc avec des artistes ou de la vidéo, des musées, etc. Parce que c'est très spécifique. Spécifique. Ça peut être large, mais c'est quand même. Et puis on sait que c'est ambitieux aussi un petit peu. C'est ambitieux. Mais pour le moment, en tout cas, du coup, on peut pas trop en parler, mais il y a des trucs qui s'annoncent quoi, et qui ont l'air cool. On verra si ça se fait. C'est en négociation. Mais oui, en tout cas, pour le moment, on est en fait, si on a fait Too Soon, c'est pour ce côté c'était cool de bosser à 4. On n'a rien à perdre. On sait qu'on bosse bien ensemble, qu'on est capable de faire des jolies choses et qu'on réfléchit bien ensemble.
Et en fait, on a envie d'essayer de continuer au maximum et du coup d'aller chercher ce qui nous plaît le plus. Et après, on verra ce qu'on nous présente. On n'est vraiment pas fermé, en fait. C'est ça le truc. C'est que même si évidemment on a envie de refaire de la vidéo interactive, ce genre de choses, si un jour une boîte qu'on trouve cool nous propose un site normal, on va le faire. Ouais. En fait, ce qu'on aime, c'est les opportunités, en fait, je crois. C'est ce à quoi on a la recherche, c'est d'opportunités, et on aime ce fait qu'on sait pas trop ce qu'on fera dans un mois. Oui, c'est ça. Et même il nous fallait ce temps de définir, pour définir nous ce qu'on voulait tous les quatre, parce qu'en fait, lors de la création, vraiment le jour où on s'est dit ok, on fait Too Soon, en fait ça faisait depuis tout Pumper à l'école, où on en parlait comme une blague plus. Et notre jury de fin d'année, c'est une des questions qu'on nous a posées, c'est est-ce que vous continuez? Enfin, ils nous disent voilà, c'est un groupe qui a l'air de bien marcher ensemble. Et du coup, on a dit on sait pas trop. Et du coup, quelques jours ou semaines après, on s'est appelé ensemble sur Hangout. Et on s'est dit du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qui veut faire tout ça? Et du coup, il y en a eu oui, ok, bon, très bien. En fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait, et on s'est même pas rendu compte du moment où on l'a créé. Ça a été juste oui, d'accord. Ok, en fait, sans réaliser vraiment qu'on disait oui, maintenant on va bosser ensemble et on va essayer de choper des projets. Après, on s'est laissé porter. En fait, Pumper est sorti le 7 septembre. On était encore dans le rush un peu avant. Dans le rush, on était encore la tête dedans. C'est sorti. On a été contents vu que les gens ont eu l'air d'aimer. Ça nous a apporté du freelance, du coup, qu'on a fait chacun de notre côté. Et après, on s'est dit, faut qu'on trouve des projets à 4. Mais en fait, on fait, mais quel type de projet on cherche? Donc, on a réfléchi un petit peu à ce côté un peu stratégique. Alors, comment on se présente, qui on est, en fait. Et là, du coup, on a rencontré du monde, on commence à se présenter, il y a des projets qui semblent arriver. Ouais, c'était naturel finalement. C'est ça, en fait, ça a défilé tranquillement. On n'avait pas cette ambition, vraiment pas du tout, même pendant le projet, de se dire après on va faire une boîte et on va faire tel type de truc. En fait, c'est juste qu'on a eu l'impression avec Pumper d'avoir une bonne étoile, d'avoir l'occasion de faire des choses qui nous plaisent vraiment et de redécouvrir notre métier. Et en fait, on a envie de voir où ça nous mène et de continuer à naviguer de projet en projet et de voir ce qu'on aime. Voilà, c'est les opportunités. En fait. C'est cool. Bon, pour finir, je pense qu'on a on a parlé un peu de tous les sujets. Je voulais savoir un peu, c'est une question classique que je vais vous poser, mais est-ce que si vous pouviez revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment ou pas? Ou qu'est-ce que vous conseillerez par exemple à quelqu'un qui commence dans le creative dev par exemple? Moi en tout cas, faire différemment, pas grand chose parce que je suis content de où on en est et tout. Ce que je conseillerais à des gens qui veulent faire du creative dev, c'est déjà de se trouver des bons partenaires parce que je pense qu'on peut s'en sortir très bien en solo, mais je pense que si là on a pu faire ce qu'on a fait, et si j'ai eu le parcours que j'ai eu à Gobelin, c'est grâce aux gens avec qui j'ai travaillé, notamment Arnaud, Nicolas, Hugo, tous les gens avec qui j'ai pu bosser. Et c'est de pas se fermer à ce rôle je suis développeur. Du coup, je suis dans la technique et puis ça commence à se perdre de nos jours, mais il y a toujours eu cette espèce d'opposition de dev design. Et les développeurs, c'est les barbus, les designers, ils pensent, et une espèce de relation chien et chat et tout. Je pense qu'il faut vraiment perdre ça. Et apprendre à collaborer avec les gens, se laisser inspirer. En termes techniques, quand on est curieux, chercher par soi-même. En fait, se laisser porter, je pense que c'est ça le truc. Et puis si on a besoin, par contre, pas de se discipliner, mais de se dire, se donner des petits objectifs, quoi. Genre dans 2 mois, je veux savoir faire ça, se donner les moyens et apprendre par soi-même, je pense, et parler aux gens. Ouais, entièrement d'accord. Et me fait un détail, mais c'est de le faire pour soi. Pas essayer de le faire pour les récompenses ou pour la popularité ou je sais pas quoi. C'est commencer à le faire parce que ça te fait plaisir de le faire et juste expérimenter des trucs que toi tu trouves cool, essayer de reproduire quelque chose que t'as trouvé joli, beau, intéressant, quoi que ce soit. Okay. Oui, c'est ça. En fait, de le faire seulement si ça plaît vraiment. Je pense que quand on est dans des écoles, notamment à Gobelin par exemple, où on apprend pas mal à faire du creative dev, on peut se laisser porter par l'effet de groupe. Genre tout le monde fait du gel, donc putain, faut que j'en fasse aussi. Je pense que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut essayer de trouver ce qui nous parle vraiment et aller vers ça. Enfin après, nous on dit ça, on sort de l'école, quoi. On est encore tout jeune. Mais en tout cas, je sais que les choix que nous on a fait avec Arnaud pendant 3 ans à Gobelin, les choix de projets, de sujets, de qui bosser, de comment bosser, on les regrette pas en fait. Moi, il y a rien que je regrette de Gobelin. Oui, ça, moi, je suis content de là où je suis maintenant. Du coup, j'ai pas envie de changer quelque chose qui aurait pu m'amener autre part. Non, puis moi, je suis content de pas, par exemple, avec Arnaud et moi, quand on est arrivé à Gobelin, on se sentait
peu en dessous en fait, parce Ouais. qu'on avait fait on n'était pas dans cet univers créatif C'était dev direct. plutôt classique. Et en fait, au départ, on était un peu débordés par tout ça, Ouais, et en fait, ouais. Très dur le début de Gobelin pour moi, où je venais justement de faire un stage de rédacteur web, donc rien à voir avec le dev. J'étais peut-être l'un des derniers de la promo à trouver une alternance, genre pendant que eux ils allaient en alternance les premiers mois, bah moi j'en cherchais encore. Donc j'allais à droite à gauche frapper aux portes. Donc c'est vrai que le début était compliqué. Et c'était en plus des modules les premiers workshops qu'on a eu, c'était des trucs de bac que je maîtrisais pas du tout. Et justement le workshop dont je parlais là, audio creative dev avec William Mappan, qui moi m'a libéré et m'a fait c'est ça que je veux faire, parce que avant ça j'étais perdu, je me sentais pas je pense qu'on regrette pas en fait d'être arrivé sans déjà tout savoir, et d'avoir un peu galéré et d'être un peu choqué, parce que c'est ce qui a fait que normalement on s'est mis ensemble un peu, ouais mec, on a l'air un peu dans le même délire, un peu le même humour, viens, on va faire des trucs. Et au final, c'est en trouvant le sujet de Villefleury Award qui nous a fait trop kiffer, s'est intéressé aux technos dont il y avait besoin. En fait, nous, on n'a jamais été dirigé par l'envie d'apprendre des nouvelles technos. En fait, on avait des idées de projets, et ces projets nécessitaient d'apprendre certaines technos, et on l'a fait pour les projets. On l'a rarement fait juste pour la tech pure, en fait. Et ça me permet de rebondir. C'était quoi votre plus grosse difficulté, voilà, de manière générale, c'est ouvert comme question. Ne pas désespérer en voyant les gens trop forts autour de nous. Non, pas ça, pas vraiment. Quand je dis ça, c'est genre, en fait, ne pas se mettre trop de pression personnelle. Ça, c'était, aller doucement. Ne pas se laisser influencer par le groupe et toujours rester focus sur, moi, j'ai envie de faire ça et du coup, je vais aller vers là parce que j'ai envie de faire ça. C'était plus dans le sens la difficulté. Vraiment que tu as pu rencontrer, par exemple. Justement, tu disais que c'était un petit peu dur au début. Est-ce que c'était... je sais pas. À mon avis, c'est quand tu t'attaques au dev, c'est surtout le fait que t'as l'impression qu'il y en a partout. Ouais. Il y a plein de choses à apprendre d'un coup. Je pense que c'est principalement ça, la difficulté. Et c'est là, du coup, pour ça que je disais que t'as été influencé par le reste du monde, parce qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à fond sur React à côté de toi. Putain, faut que je fasse. Un autre qui fait du GL, faut que je fasse aussi. Tu peux pas tout faire. Ouais. Et je pense que c'est juste définir ses propres priorités et savoir prendre son temps et voilà, passer sa route. Ouais, je dirais même trouver son style, pas graphique, mais trouver sa manière de travailler et de faire les projets. Comme on en parlait, nous quand on est arrivé, il y avait des gens qui maîtrisaient déjà pas mal le WebGL en première année de Gobelin. Nous c'était pas du tout notre cas. Et du coup nos projets, on les a pas fait en mode on va faire une prouesse technique. On s'est dit, comme on aime bien faire de la conception, comme on en parlait tout à l'heure, c'était plus on va essayer de faire des projets qui nous parlent ou qui sont qu'on a pensé au mieux possible comme on le souhaitait. Et du coup en fait c'est un peu ça notre style maintenant, c'est de pas laisser s'emporter par la tech, mais faire des projets qui nous parlent. Mais par contre, essayer d'être le plus performant et le meilleur possible en tech sur les sujets. En fait, c'est ce qui nous motive à faire des belles choses en tech. C'est d'arriver à un résultat final qui nous plaît, en fait. Ouais. En fait, on aime ça malgré tout, la tech. On en a pas beaucoup parlé, mais on aime beaucoup ça, mais on le voit plutôt comme un moyen d'arriver à c'est un outil, en fait. Et on aime ça parce que ça nous permet de réaliser un peu ce qu'on a dans nos têtes, en fait. Ok, super. Merci Yann et Arnaud, c'était super intéressant. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.